Je me souviens, ça a débuté comme ça. C'était la fin de mes années lycée. J'avais des envies, j'avais des doutes. Je cherchais une formation qui assurerait mon avenir. Et puis il y a eu des rencontres, une trajectoire, un lien de confiance. Je me souviens du jour de la rentrée, de l'appréhension forcément, beaucoup d'attentes. Mais j'étais heureux de démarrer cette nouvelle aventure. Dès ma première année, j'ai beaucoup appris. J'ai compris comment utiliser mon agilité, comment m'exprimer, convaincre, comment prendre confiance en moi. Je me souviens avoir rencontré des guides issus d'horizons différents qui m'ont inspiré, m'ont aidé à décrypter le monde qui m'entoure, m'ont fait comprendre ce que sera demain. Je me souviens d'un lieu où tout était fait pour m'aider à capter les tendances, à anticiper et innover. D'un lieu où ma voix n'était pas toute tracée. D'un lieu où le mot « vie » prenait tout son sens. Où nous étions ensemble, tout simplement. Au fil des années, j'ai découvert un monde de plus en plus ouvert et connecté. J'ai rencontré des personnes du monde entier, sur des campus internationaux, des lieux inspirants et de nouvelles façons de travailler. Pas à pas, j'ai préparé mon avenir et je me suis challengé dans de vrais contextes professionnels. Année après année, j'ai gagné en maturité. Et aujourd'hui, je tisse mon avenir dans un monde plein de promesses. Je me souviens, tout est passé si vite. Je me souviens d'en avoir rêvé. Et aujourd'hui, tout devient possible. Ce sera demain et ce sera ici. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau mini-salon des métiers de la communication. Aujourd'hui, nous allons explorer les métiers de la communication publique et politique. Avant tout, We Are Com, on se présente. Qui sommes-nous? Nous sommes un collectif de communicants, tous passionnés par notre métier. Notre objectif est de promouvoir la valeur ajoutée de la communication. On est à la fois un média ouvert à tous les communicants et un club réservé aux annonceurs. Notre club a pour objectif de progresser entre pairs. Je vous remets les slides. Pour objectif de progresser entre pairs, et pour ça, on propose des ateliers mensuels sur les thématiques de la communication. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet de la communication publique et politique. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir John David Naon, responsable affaires publiques et parlementaire du RATP Group, et Frédéric Fougera, président de l'agence Stencan Paris et cofondateur et associé de l'agence Cogiteur. Alors, John David est annonceur, Frédéric travaille en agence, peut-être. Chacun peut expliquer en quelques mots la grande différence entre l'agence et l'annonceur. Frédéric? Alors moi, je suis aujourd'hui effectivement agence, après avoir été 37 ans annonceur. Donc, j'ai une expérience plus forte de l'annonceur que de l'agence. En fait, on fait exactement le même travail en communication, qu'on soit chez l'agence ou l'annonceur. C'est plutôt l'organisation, le rythme et la façon d'aborder les sujets qui est différente. Quand on est un annonceur, on a un seul sujet. Enfin, on a plusieurs sujets de communication, mais on a une seule thématique, on a une seule marque ou des marques dérivées. On est une entité et on a besoin d'aide qu'on trouve soit dans ses équipes comme en interne, soit en allant chercher des annonceurs. Parce que chez l'annonceur, il y a des compétences multiples qu'on n'a pas forcément en interne, ou des compétences qui permettent aussi d'augmenter la créativité, d'aller explorer des champs nouveaux. Et c'est ce que fait l'annonceur, et c'est la différence de l'agence, pardon, on s'y mélange. L'agence par rapport à l'annonceur, c'est que l'agence, elle a des multiples compétences, mais qu'elle exerce au service de nombreuses sociétés, de nombreux groupes, de nombreux clients, publics ou privés. Voilà, j'espère que j'ai été clair. D'un côté, on a une thématique et soit qu'on traite en interne, soit on fait appel à une agence. De l'autre côté, agence, on a des multiples clients que l'on sert différemment en fonction de leurs besoins. Frédéric a dit l'essentiel, mais moi qui suis passé par les deux aspects, c'est-à-dire à la fois annonceur et agence, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'agence, c'est un groupement d'individus sur les affaires publiques ou la communication politique qui vont avoir une multiplicité de clients, une multiplicité de domaines, et donc ils vont devoir jongler entre ces différents domaines, entre ces différents clients, et comprendre les besoins des clients, tandis que lorsqu'on est chez l'annonceur, on a vraiment une seule entité à défendre, une seule structure, et cette structure, on en est le représentant auprès de la sphère publique. Voici la principale différence entre les deux mondes. Très bien, j'espère que c'est clair pour tout le monde.
Alors, tout de suite, on va passer à une première question pour John David. Quelle est ta définition de la communication et des affaires publiques? Alors, je me concentrerai sur les affaires publiques, même si évidemment affaires publiques et communication politique sont liées, puisque les affaires publiques, c'est de la communication, mais une communication particulière, puisque le public par lequel on communique est singulier, ce sont les politiques, ou les administratifs, on va dire la sphère publique. Et pour donner une définition minimale mais pure des affaires publiques, je dirais que les affaires publiques cherchent à influencer sur la loi. C'est vraiment ce que va faire le responsable d'affaires publiques, relations institutionnelles, peu importe le nom que l'on donne. En réalité, c'est lobbying, même si ce terme a peut-être mauvaise presse, mais c'est cela. Le lobbying, c'est vraiment l'influence sur la loi. Et sachant que tout le monde fait du lobbying, c'est-à-dire quand je dis tout le monde, ce ne sont pas seulement les entreprises, les ONG, les associations, même des groupements d'élus comme l'Association des maires de France ou Régions de France font aussi une forme de lobbying. Et l'objectif, quand on est en affaires publiques, en lobbying, c'est donc d'influencer sur la loi. Et le public, comme je l'ai dit, auquel on s'adresse, ce sont les politiques, mais aussi les administratifs. Très bien, merci beaucoup. Et la prochaine question, alors Frédéric, elle est pour toi. Quelle est ta définition de la communication politique? Alors, avant de donner ma définition, si tu permets, je voudrais apporter un petit complément à ce qui vient d'être dit, notamment sur le fait que le lobbying n'est pas bonne presse. Il n'a pas bonne presse parce qu'on ne voit que la notion négative d'une influence qui viendrait servir des intérêts cachés ou secrets. En fait, c'est bien plus que ça. C'est pour ça qu'il y a des gens que ça passionne de faire des affaires publiques. C'est-à-dire qu'il faut influencer, c'est-à-dire qu'il faut aussi influencer, ça veut dire orienter, informer le décideur public. Le décideur public, il n'a pas toutes les cartes en main et il a plein d'interlocuteurs qui lui donnent des informations. Et donc, plus on va permettre au décideur public d'avoir de bonnes informations et une vision complète d'un sujet, mieux il sera capable de prendre la décision qui réponde à l'intérêt collectif, peut-être aussi à l'intérêt de ceux qui défendent leurs propres intérêts, c'est-à-dire leurs salariés, leurs entreprises, leurs prestataires, leurs marques. Donc il n'y a rien de sale, il n'y a rien de mal, et on ne peut pas voir le lobbying ou les affaires publiques juste par le prisme d'un petit arrangement personnel pour bénéficier de quelque chose. C'est bien plus large et bien plus complexe que ça, et ça sert à l'intérêt collectif aussi. Oui, exactement. Juste pour compléter ou rajouter par rapport à ce que dit Frédéric, effectivement, les affaires publiques, on éclaire aussi le responsable politique, parce que, comme tu le disais très bien, le député, le sénateur n'a pas le temps de travailler l'ensemble des sujets dans son intégralité. Il a besoin des parties prenantes sur lesquelles vont s'exercer les lois. Ils ont besoin de cette expertise pour réussir à construire la loi. Et donc, on est co-participant aussi de la loi parce qu'on éclaire le décideur politique qui ensuite va décider, discriminer entre les différents discours, les différentes parties prenantes pour déterminer ce qu'il va faire du point de vue de la législation. Mais on a un rôle véritable que malheureusement on sous-estime ou qu'on ne soupçonne pas parce qu'effectivement, le lobbying peut avoir de mauvaise presse, particulièrement en France où on a un point de vue très rousseauiste, c'est-à-dire sur l'intérêt général, la volonté générale et les intérêts particuliers sont considérés comme néfastes. Mais c'est un véritable dialogue qui doit se nouer entre la société civile, la société économique et les décideurs politiques. La culture anglo-saxonne est beaucoup plus à l'aise avec la notion de lobbying. Oui, peut-être aussi pour ça qu'on utilise un mot anglais. Alors, on verra quelques exemples de lobbying juste après. Alors, tu m'as posé une question. C'est ça, la définition de la communication politique. Alors, la communication politique, d'abord, c'est de la communication, pour commencer. Ça englobe les mêmes sujets, ça englobe les mêmes compétences, les mêmes appétences, mais ça sert, j'allais dire, à un discours particulier, et ça sert des personnes particulières, c'est-à-dire des élus, des candidats, des partis politiques. Donc, c'est une communication qui est à l'inverse de la communication corporate de l'entreprise ou à l'inverse de la communication publique. Il y a longtemps eu amalgame, il y a parfois encore amalgame entre la communication publique, celle d'une institution, celle d'un organisme de l'État, d'une collectivité, et la communication politique, celle de la personne qui éventuellement est à la tête de cette collectivité. C'est là où il y a parfois amalgame. Donc la communication politique, ça englobe vraiment tous les aspects de la communication, mais au service soit d'une personne, soit d'une organisation politique. C'est assez simple à comprendre. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en pratique, notamment quand il y a ces visions croisées, ces intérêts croisés et parfois du conflit d'intérêts. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour y voir plus clair, on va passer à quelques exemples. Alors, est-ce que la slide, peut-être? On va faire tout d'abord un zoom sur les campagnes les plus marquantes de la communication publique.
Alors pour commencer, c'est une campagne de recrutement qui nous a marqué, qui a été élue d'ailleurs la meilleure pub du monde. En 2009, l'État de Queensland en Australie a réalisé une campagne qui a créé un buzz planétaire pour devenir gardien d'île. Tourisme Queensland recrutait alors un gardien d'île pour garder la Grande Barrière de Corail. Donc meilleur job de l'année, plus de 34 000 candidatures dans 200 pays et des retombées estimées à 61 millions d'euros. Tout de suite, on regarde un petit extrait. Le cas suivant qui nous a marqué, c'était la gendarmerie des Vosges qui s'est démarquée grâce à sa ligne éditoriale très décalée et très amusante. Ça a longtemps fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors là, vous avez des exemples. Par exemple, afin de rassurer les conducteurs hésitants, nous vous confirmons que les clignotants ne contiennent ni lactose, ni gluten, ni huile de palme et ne sont pas alcoolisés. Vous pouvez les consommer sans modération. Et si ça vous amuse, vous pouvez aller sur leur compte Twitter. Il y a plein de petites pépites. Le cas suivant, c'est Karl Lagerfeld qui, encore une fois, défend la sécurité routière et revêt un gilet jaune pour sensibiliser. Le 6 ira même jusqu'à porter ce gilet sur le podium au final d'un défilé Chanel en 2008. Et toujours avec cette tonalité nonchalante, il dit « c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie ». Résultat, plus de 200 médias et 400 blogs touchés. Tout de suite, on va passer à quelques exemples d'affaires publiques et de lobbying. Alors tout d'abord, c'est cette campagne de lobbying de Bricorama. En 2012, une loi avait interdit aux enseignes de bricolage d'Île-de-France d'ouvrir le dimanche. Mais certaines, comme des Castorama et des Leroy Merlin, dans des zones exceptionnelles, pouvaient ouvrir le dimanche. Immédiatement, Jean-Claude Bourlier, le PDG de Castorama, a riposté et mis en place des actions de lobbying à grande échelle. Il a fait une lettre ouverte aux parlementaires dans le journal du dimanche. Il a répété les interviews et les sondages d'opinion et a même distribué des boîtes à outils à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a fini par céder assez rapidement à cette pression du lobbying. Notre exemple suivant, encore sur le lobbying, c'est pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. En 2012, Paris perdait contre Londres lors du vote du Comité international olympique. Pour mener à bien la candidature de 2024 et s'imposer face à Budapest et Los Angeles, l'équipe de Paris a recruté des stars du lobbying sportif qui ont effectué un véritable travail de compréhension des attentes des membres du comité. L'objectif était de bien connaître les convictions de chacun pour les convaincre de voter en faveur de Paris. On va regarder un court extrait de cette technique. Cette fois, pas de complexe, l'équipe de Paris a recruté des stars du lobbying sportif, dont un Anglais qui a fait gagner Londres et un Italo-Brésilien très actif pour Rio. Ils sont arrivés avec leurs équipes qui travaillent minutieusement sur chacun des membres du Comité international olympique. Il y en a une centaine. C'est un véritable travail d'enquête. Un par un, a dit l'un des responsables français, il faut voir quelles sont leurs préoccupations. Il faut bien connaître chaque membre pour négocier et le convaincre de voter pour Paris. Longtemps, en France, on a confondu lobbying et corruption, nous dit un spécialiste du secteur. Il s'agit en fait de stratégie d'influence. L'enjeu est tel que même les chefs de file de la candidature s'y sont mis, raconte l'ancien ministre Jean-François Lamour. Aujourd'hui, Tony Estanguet et Bernard Lapasset consacrent 100% de leur temps au lobbying. Tout de suite, le cas suivant. Alors, on va repasser. Pardon. C'est le Grand Paris qui, pour dévoiler le futur métro, a ouvert à Saint-Ouen
La Fabrique du métro, un musée dédié au Grand Paris Express où chacun peut aller, qui parle de l'histoire du métro et des métiers. Au programme, donc, rames de métro et gares grandeur nature, maquettes, projections vidéo, conférences et animation familiale. Et pour promouvoir la ligne 15 du métro, donc du Grand Paris, ils sont allés plus loin en organisant des marches symboliques sur les tracés de la future ligne pour partir à la découverte de ces territoires. Pareil, on regarde un petit extrait de cette Fabrique du métro. Et pour finir, on va passer aux exemples marquants de la communication politique. Alors, le premier, c'est celui de Lincoln, qui est presque à l'origine de la communication politique. Il a créé la première social room durant la guerre de sécession pour faciliter la transmission des informations. Il consacrait des heures à lire et à répondre à ces télégrammes. Et c'est grâce à cette technologie révolutionnaire qu'il a pu gagner la guerre plus rapidement. Il est également dit Brady m'a fait président. Brady, c'est un photographe qui a pris cette photo parce que Lincoln avait bien compris l'importance de l'image dans les campagnes. Un autre exemple qui nous a marqué, c'est celui de François Mitterrand, qui a utilisé la véritable communication pour sa campagne politique en 1981. Il a fait appel à Jacques Séguéla, un célèbre publicitaire, et il a appliqué le concept de la star stratégie. C'est un modèle publicitaire qui fait appel à l'émotion. C'est une dimension affective qui prime plutôt que sur les qualités intrinsèques d'un produit ou d'un individu. Résultat, la campagne est un succès, son slogan est resté mémorable et il a été élu. Et enfin, dernier exemple, plus récent, celui d'Emmanuel Macron qui a fait appel aux influenceurs McFly et Carlito. En 2020, pour séduire les générations les plus jeunes, le président de la République s'est entouré des 2 influenceurs réputés. Ensemble, au Palais de l'Élysée, ils ont relevé des défis pour soutenir les actions pour la jeunesse. Cette campagne de communication a généré plus de 7,6 millions de vues en une journée seulement. On regarde un extrait. Est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. Oh non, mais ça... Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, c'est oui. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons.
3-2. C'est la remontada Allez, du président on se de la concentre, République. on lâche rien. Avant de laisser la parole aux pros, on va s'arrêter sur cette citation inspirante de Andrew Grove. La qualité de notre communication est déterminée non par la manière dont nous disons les choses, mais par la manière dont elles sont comprises. Tout de suite, on va laisser la parole aux experts. Pendant tout le long de l'interview, vous pouvez poser vos questions dans le chat à droite et on y répondra. Alors, première question, Frédéric, je vais vous laisser commencer. Pourquoi avez-vous choisi le domaine de la communication et quel a été votre parcours ? Alors, je pense que c'est le domaine de la communication qui m'a choisi et non l'inverse. Mon parcours est celui d'un garçon qui veut faire des études de droit avec un sentiment en lui de Robin des Bois et qui a envie de défendre les plus faibles, les sans relation, les sans contact. C'est ça qui m'anime quand je sors du lycée et c'est pourquoi je commence des études de droit, mais la faculté n'est pas en fait faite pour moi. J'ai envie d'agir, j'ai envie d'apprendre, mais en faisant et pas en étant passif à écouter des enseignants. Donc je ne suis pas dans un système éducatif qui me convient. Et c'est au début des années 80, au moment où naissent les radios libres en France. Et là, j'ai un appel qui vient vers moi en me disant « Viens faire de la radio, viens présenter, produire des émissions, viens faire la publicité de la radio. » Et j'abandonne tout, en fait, pour faire de la radio. Donc, mes premiers pas en radio libre. Et puis, comme un enchaînement, vous devenez très vite un supposé professionnel de la communication, parce que je n'étais pas en réalité, j'avais très peu d'expérience. Et les choses s'enchaînent. Je suis appelé dans le secteur public pour venir faire la communication d'élus, des campagnes électorales et la communication de collectivités. Je parlais tout à l'heure de l'amalgame. Voilà, il y avait encore amalgame à cette époque. Et puis à un moment, il y a un moment de la vie où on pense qu'on a peut-être fait le tour de la communication publique, qu'on a peut-être atteint certaines limites, qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Et c'est là où j'ai basculé dans le secteur privé. J'ai eu la chance de rencontrer un président que j'ai suivi dans 5 grands groupes, des LBO, des groupes cotés en bourse. Et voilà, j'ai fait 20 ans d'accompagnement à ses côtés dans des grands groupes internationaux. Et puis depuis l'été dernier, j'ai choisi de quitter le monde de l'annonceur pour passer dans celui de l'agence. Et l'agence que j'ai créée moi-même, donc une agence qui s'appelle Tenkan Paris et qui est dédiée à la communication de crise de personnalités sensibles, donc image, réputation et communication de crise de personnalités sensibles. Et depuis quelques jours, j'ai annoncé la création d'une autre agence qui s'appelle Cogiteur. Et Cogiteur, en fait, c'est un collectif de DIRCOM au service des DIRCOM. Comment venir en soutien, en appui, soit sur des compétences qui peuvent manquer, soit pour renforcer des équipes qui peuvent être faibles sur certains sujets en situation de surcharge ou parce que les recrutements sont gelés. Voilà, des DIRCOM qui viennent aider les DIRCOM dans leur quotidien. Très bien, merci beaucoup. Et John David, alors, quel a été ton parcours et pourquoi as-tu choisi la communication ? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, puisque je fais... Le mien, c'est atypique quand même. C'est atypique aussi, mais par rapport à la dimension affaires publiques, et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des masters d'affaires publiques, il y a des spécialisations d'affaires publiques. Moi, je suis docteur en philosophie et je m'étais spécialisé en philosophie politique. Et ce qui m'a d'abord animé, c'est justement cette passion pour la philosophie politique, la politique en général. Et donc, j'ai commencé par être collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale, et en étant... au bout d'un certain nombre d'années, 4 ans, collaborateur parlementaire, je voulais quitter l'Assemblée, mais rester toujours dans la sphère publique et être en même temps dans la sphère privée. Et les affaires publiques étaient une voie naturelle. Et donc, c'est moi qui ai choisi, mais ce sont aussi les affaires publiques qui m'ont choisi en quelque sorte, parce que je n'avais pas forcément une appétence ou un goût pour les affaires publiques. Et c'est en faisant les affaires publiques que j'ai découvert l'intérêt, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on était un appui pour les politiques, et qu'on était vraiment à la lisière entre sphère publique et sphère privée. Et donc, j'ai été amené à faire des affaires publiques de cette manière-là, en débutant directement à l'Assemblée nationale et ensuite en me spécialisant en affaires publiques. J'ai travaillé en agence, puis ensuite, maintenant, depuis plusieurs années chez l'annonceur, en l'occurrence à la RATP. Très bien, merci beaucoup. On passe à la question suivante. Pourquoi et pour qui conseillerez-vous la communication publique ou politique ? Je vous laisse enchaîner, John David. Alors, pour toute entreprise, ou plutôt toute entité, parce que comme je le disais tout à l'heure, tout organisme, quand je parle d'organisme, c'est association, ONG, etc., peut avoir à un moment donné un besoin en affaires publiques ou en communication politique.
mais tout dépend des problématiques qu'on en affronte et des problèmes de l'environnement dans lequel se meut, si je puis dire, l'organisme en question, et quels sont ses objectifs. S'il y a des objectifs précis, alors je parlerai en affaires publiques, en termes de loi, en termes de risques ou d'opportunités, il y a un besoin pour ce type d'entreprise parce qu'ils évoluent dans des secteurs complexes. On va citer les cas classiques, les pesticides, le tabac, qui sont des secteurs qui ont un besoin de défendre leur image et leur réputation, mais à un moment donné, toute entreprise peut être touchée par les affaires publiques. Et je dirais donc, pour répondre à ta question, que toute entreprise devrait veiller aux affaires publiques parce que souvent, quand on pense aux affaires publiques, il est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est au moment où la loi passe, où il y a une décision publique qui est entérinée, qu'on se rend compte du besoin d'affaires publiques. Donc, il faut être vigilant et, je pense, surveiller cet aspect-là politique, relations publiques, voilà, dès que possible. D'accord. Alors, pourquoi et pour qui peut-être les qualités de ceux qui veulent s'orienter vers la communication publique ou politique? Alors moi, je dis qu'une des premières qualités indispensables aux communicants, quel qu'il soit, c'est le sens politique. On ne peut pas faire de la communication si on n'a pas de sens politique, si on n'est pas capable de faire preuve d'empathie, si on n'est pas capable d'observer, écouter les autres, si on vient avec ses certitudes et qu'on ne regarde pas qui on a en face, en fait, pour qui on va travailler, à qui on va s'adresser, si on n'est pas non plus capable d'évoluer dans des relations formelles ou informelles. Donc le sens politique, c'est essentiel en communication, qu'on soit en entreprise, qu'on soit dans le monde public ou qu'on soit dans le monde politique. Maintenant, quand on fait des études, quand on entreprend des études de communication, on n'a pas forcément tout de suite l'idée, si on va se diriger vers la communication publique ou vers la communication politique, ou privée d'ailleurs. Parfois on a l'idée, parfois on ne l'a pas, puis c'est souvent l'opportunité, des rencontres, une proposition d'emploi qui fait qu'on va se diriger dans telle ou telle direction. Il est vrai que si on a des fortes valeurs politiques, si on est un militant, si on a envie de défendre des combats, on va certainement être attiré par la communication politique, et peut-être aussi dans un mélange des genres, de se dire que j'ai envie de faire de la politique, mais avant de faire moi-même de la politique, je vais peut-être collaborer à une action politique, et ça va passer par la communication. Le politique est un communicant, très très souvent. C'est un tribun, c'est un communicant, ça dit pas pour autant qu'il n'a pas besoin de professionnels et de communicants à ses côtés, mais voilà, il y a aussi ce mélange. Si on n'est pas spécialement militant ou si on n'est pas spécialement engagé, on peut l'être aussi pour des causes, pour d'autres choses qu'on va défendre grâce à ces fonctions dans la communication publique d'ailleurs ou privée. Alors on va peut-être choisir une autre voie, celle du public, peut-être davantage destinée au sens de l'intérêt général, au sens commun, à la vie de la cité, à une envie de mieux faire fonctionner les choses, de mieux faire communiquer les gens entre eux. Donc ça peut être aussi une façon d'être plus attiré vers la communication publique. Mais souvent, ce sont les rencontres, là, et les rencontres d'un homme ou d'une femme, l'opportunité d'un emploi, d'un premier job, une première équipe qui fait que on va se diriger d'un côté ou de l'autre. Et on peut aussi passer de l'un à l'autre. J'en suis l'exemple. On dit souvent en France, en tout cas on le disait quand j'étais plus jeune, je ne sais pas si c'est toujours aussi vrai aujourd'hui, quand on est d'un côté, on ne peut pas être de l'autre. Moi, je suis passé du public au privé, de la communication politique à la communication publique, à la communication privée. Donc en fait, tout est possible aussi. Ça dépend de ses choix, de ses envies et des opportunités. Je rajouterai simplement aussi une qualité que tu as évoquée, sur laquelle j'insisterai, c'est le sens des relations humaines, le sens du relationnel, de la diplomatie. Il ne faut pas oublier que quand on fait des affaires publiques, on est le représentant réputationnel de son entreprise auprès de la sphère publique. Et donc, il faut avoir une capacité d'aisance oratoire également, parce que comment on arrive à convaincre l'interlocuteur en face de nous, le politique, l'administratif, bien, c'est par la capacité du discours, de la rhétorique. C'est pour ça que je ne suis pas totalement d'accord avec la citation que tu avais montrée, parce que la manière dont est perçu le discours, c'est la manière dont on le dit aussi, dont on le prononce, et dont la réception dépend aussi de la manière dont le discours est construit. Et le lobbying, les affaires publiques, c'est avant tout du discours, de la rhétorique, une capacité à convaincre, à persuader son interlocuteur. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de passer à la question suivante, on a une question dans le chat. Pensez-vous que les métiers de la communication sont menacés par l'évolution des intelligences artificielles, par exemple ChatGPT? Je ne sais pas qui veut se lancer sur cette question. Je pense que beaucoup de métiers pourraient être menacés par ce type d'intelligence artificielle. Après, je pense quand même qu'il y a
une plus-value dans les métiers de la communication politique, des affaires publiques, que ne possède pas ce type d'intelligence artificielle. Donc, je ne pense pas qu'à terme, court ou moyen terme, ce soit menacé, mais c'est à surveiller. C'est très difficile à dire. Mais je pense que de toute façon, dans le métier de communication politique, d'affaires publiques, il y a un sens du relationnel, de l'humain. Ça peut apporter quelque chose du point de vue de la stratégie, qui contacter, etc. Mais ensuite, quand il faut interagir avec la personne, ça reste de l'humain. Ce n'est pas un logiciel qui va interagir avec les responsables politiques. En complément, je suis d'accord. Je pense que quand on a peur du progrès, on a peur de tout. Et donc, on a peur des innovations et de la technologie. Mais le monde est en perpétuelle évolution, donc il faut s'adapter. Donc, il y a un sujet. Il faut l'observer, il faut voir ce qui l'entoure, et il faut s'y préparer et s'adapter, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais nos ancêtres ont eu peur du feu, ont eu peur de l'électricité, ont eu peur d'Internet. On a toujours peur de l'évolution et souvent du progrès. Mieux vaut l'accompagner et s'y préparer plutôt que d'avoir peur, puisque de toute façon, c'est là. Très bien. Alors, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, on passe à la question suivante. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans votre secteur? Et Frédéric, je vais te laisser commencer. Il y a deux choses qui me stimulent dans les métiers de la communication. D'abord, c'est le fait qu'il n'y ait pas deux journées qui se ressemblent. Il n'y a même pas une journée qui se ressemble. C'est-à-dire que quand on arrive le matin à bosser, la journée ne va probablement pas se passer comme on l'a prévu. Et ce côté vivant, animé, où il va falloir être réactif, agile, qui demande beaucoup de créativité, moi, ça me passionne. Je pense que cette organisation fait aussi partie du métier. Et la deuxième chose, en fait, c'est le travail humain. La communication, c'est un travail d'équipe. On ne travaille pas pour soi et on ne travaille pas seul. On peut avoir des compétences propres, mais qu'on doit partager avec les autres. Et le travail, cette relation humaine, ce travail d'équipe, voilà, moi, j'adore ça, me passionne. Et j'ai toujours imaginé mes services comme une rédaction. Ça fait des années que j'ai fait le choix de travailler en open space au cœur de mes équipes, parce que je trouve qu'une équipe de communication, c'est comme une rédaction. On n'a pas chacun nos informations sur lesquelles on travaille. En fait, on est en partage permanent. Et voilà, ça fait passer. C'est les deux choses que j'adore et qui me font choisir ce métier: l'imprévu, le changement permanent, et puis l'équipe et l'humain. Très bien. Et John David? Moi, ce serait de répondre aux besoins de mon entreprise, réussir à résoudre ces problèmes en point de vue politique, de ses besoins. Et c'est vraiment cela qui me ferait lever le matin. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est qu'en agence, on peut être amené à défendre des entreprises. Forcément, on n'est pas forcément en accord avec ces entreprises-là. Ça m'est arrivé dans mon métier de responsable affaires publiques en agence. Mais que quand on est chez l'annonceur, on choisit quand même plus ou moins son entreprise et on peut être en accord avec l'entreprise que l'on défend. En l'occurrence, aujourd'hui, la RATP. Et donc, défendre une entreprise avec laquelle on est en accord du point de vue de ses principes, de ses objectifs, de ce qu'elle fait, c'est vraiment motivant. Et par ailleurs aussi, c'est l'aspect stratégique des affaires publiques qui est très intéressant, à la fois stratégique et tactique, c'est-à-dire par rapport à des projets de loi, qui on va contacter, de quelle manière, qu'est-ce qui va permettre d'interpeller en politique, et aussi révéler ce qu'est notre entreprise. Comme on le disait, c'est un métier de révélation, c'est-à-dire on révèle un domaine, une entreprise, on permet aux décideurs politiques de mieux comprendre un domaine, et c'est ça qui est très motivant aussi dans ce métier. Très bien. Alors, on passe à la suite. Au quotidien, quelles sont vos missions et vos défis? Avez-vous une journée type? Bon, j'imagine que non, mais peut-être parler un peu de vos missions du quotidien et vos défis du quotidien. La première, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de journée type, quoique ce que je vais dire entre en contradiction avec cette idée, c'est que malgré tout, il y a toujours ce besoin de veille. C'est-à-dire que quand on est en affaires publiques, on a toujours besoin de surveiller l'information. Donc la première tâche, c'est la veille. Donc la journée type débute toujours par de la veille, être au courant de ce qui se passe dans la sphère politique, dans la sphère publique. Et ensuite, après ce travail de veille qui est quotidien et nécessaire, tout dépend des sujets. Donc il n'y a pas vraiment de journée type. Tout dépend des enjeux, des lois que l'on doit surveiller. Par ailleurs, les affaires publiques, c'est une sorte d'encéphalogramme. C'est-à-dire qu'on suit l'activité parlementaire, mais évidemment, une entreprise ne va pas être concernée tous les jours de l'année par le travail parlementaire
ou politique. Donc c'est une sorte de va-et-vient entre le lobbying pur, où on va travailler sur la loi, et le travail de réseau, constitution du réseau, mais aussi de révélation de ce qu'est notre entreprise auprès de la sphère politique, pour ensuite pouvoir mieux interagir avec la sphère publique lorsqu'on en a besoin lors de travail de lobbying proprement dit, c'est-à-dire d'influence sur les lois. Très bien. Alors, journée type, Frédéric, il n'y en a pas, mais les missions et les défis. Non, journée type, il n'y en a pas, mais déjà, la communication, c'est pas un métier, c'est un écosystème de métiers. Donc, si on est graphiste, ou si on est attaché de presse, ou si on développe des sites web, déjà, on n'a pas les mêmes journées, on n'a pas les mêmes métiers. Après, quand on est généraliste, quand on est DIRCOM ou responsable d'un service de com, il y a des choses qui vont revenir tous les jours. On va être en veille permanente sur les réseaux sociaux, voir ce qui se passe et interagir avec les personnes qui peuvent venir vous interpeller sur les réseaux sociaux. Et vous allez aussi pouvoir lancer des campagnes, pouvoir lancer des posts. Donc, c'est des choses qui vont revenir régulièrement. Pareil avec la presse. Vous allez avoir une veille de la presse, du bruit médiatique qu'il y a autour de votre marque, autour de votre dirigeant. Vous allez vous-même lancer des communications à travers des communiqués de presse, des dossiers de presse, des conférences de presse. Mais vous allez aussi réagir aux demandes des journalistes qui vont arriver. Il y a des journées où personne ne vous sollicite, puis il y a des journées où ça n'arrête pas. Et peut-être que votre journée va être bousculée parce que pour un événement prévu ou imprévu, dont vous êtes à l'origine ou que vous subissez, et bien tout d'un coup, il va falloir totalement vous mobiliser pour répondre aux journalistes. Donc il y a un certain nombre de tâches qui reviennent, qui sont récurrentes. Et après, il y a aussi le quotidien qui fait que vous allez construire votre journée en fonction des événements. Suivant l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous allez rencontrer éventuellement un certain nombre d'incidents. Le travail en mode crise est de plus en plus présent aujourd'hui dans les directions de communication. Parfois, vous consacrez 50, 60, 70, 80% de votre temps à gérer de la crise. Ben, ça, c'est pas prévu. Vous n'avez pas prévu 80% de votre temps de libre dans votre journée pour le au cas où. Mais quand ça se présente, eh bien, il faut se réorganiser, se réadapter et puis gérer en priorité la crise. Très bien. Et ça aussi, tout à l'heure, on se demandait ce qui donne envie de se lever ou ce qui est intéressant dans le métier, cette tension que représente la crise, mais aussi le pouvoir, la capacité qu'on a à travailler ou à gérer des crises, c'est une énergie extraordinaire et c'est très motivant pour le travail du communicant de se dire je sers à ça. Le communicant, il sauve jamais des vies. C'est ni les pompiers, ni l'hôpital. Il ne travaille pas dans l'urgence. L'urgence, c'est réservé aux services de secours, mais parfois, il travaille dans des temps très courts. Et ça, il y a une certaine motivation, excitation, et ça mobilise les gens. Ça fait partie aussi de l'intérêt du métier. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que vous parlez d'encéphalogramme, parce que soudainement, il y aura des sujets qui vont survenir et qui vont nécessiter un travail intense, alors qu'on était plutôt dans un temps calme. Donc c'est vrai qu'il faut à la fois gérer le prévisible, mais aussi l'imprévisible qui peut survenir à n'importe quel moment dans ce type de métier. Alors justement, quelqu'un pose la question, parce qu'il y a la gestion de crise, presse, communiqué de presse, il y a beaucoup de journalisme. Et Simon demande, y a-t-il des ponts possibles entre communication publique, politique et journalisme ? Mais tous les ponts sont possibles. Je vois qu'on a plusieurs questions qui apparemment viennent du continent africain et je sais, pour bien connaître les pays francophones africains au moins, que la passerelle entre journalisme et communication est un vrai sujet. Souvent, les mêmes personnes exercent les deux métiers. Donc, je sais qu'en tout cas, dans un certain nombre de pays africains francophones, c'est un sujet. Ce n'est pas un problème, en fait. C'est souvent les mêmes formations, le même goût de l'écriture, le même goût de l'observation, de l'écoute, le même goût de la restitution qui amène à faire soit des métiers de communication, soit des métiers de journalisme. Ce qui est important, en fait, c'est quand on travaille, c'est d'être identifié sous sa bonne casquette. Un journaliste qui se cacherait derrière un communicant, peut-être que ça serait d'ailleurs moins grave que le communicant qui se cache derrière la fonction de journaliste, mais je pense que l'éthique et la responsabilité nécessitent et demandent de bien indiquer sous quelle casquette on travaille. Mais maintenant, oui, il y a des ponts tout à fait possibles. Ce sont des métiers qui sont très proches, notamment par le travail d'écriture. Bien. Quelque chose à rajouter, David ? Non, rien. Alors, on peut peut-être répondre aussi à la question sur l'Afrique. Pensez-vous qu'on puisse parler de communication ou marketing politique en Afrique au regard du fait que les campagnes électorales sont très souvent basées sur le partage de gadgets, plus basées sur le partage de gadgets que sur la discussion réelle des programmes ? Comment mener une communication efficace dans ce cas ? Alors encore une question relative à l'Afrique. J'ai beaucoup d'abonnés
et de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux issus des pays francophones africains où j'ai la chance, l'honneur, le plaisir de me rendre régulièrement, ces questions-là reviennent très très souvent, et notamment parce que dans les campagnes électorales en Afrique, ce sont plutôt des personnalités qui s'affrontent plutôt que des camps philosophiques. Donc finalement, on a parfois des candidats qui s'affrontent, mais avec le même niveau de programme. Et la distinction entre les personnes est souvent compliquée, et c'est ce qui fait que parfois une campagne pourrait paraître gadget par rapport à une autre. Maintenant, pour revenir à la question, il n'y a pas de complexe à avoir. C'est exactement le même type de travail de communication qu'on peut avoir sur le continent africain, en Europe, sur le continent américain ou sur les autres continents. Ça dépend vraiment du pays dans lequel on se trouve, de la culture du moment et surtout des personnalités politiques qui se présentent et du niveau en fait qu'elles vont apporter à la campagne électorale. Ça peut être médiocre, ça peut être très fort. C'est pas une question de pays, c'est pas une question de continent, c'est vraiment une question de personnes. Après, chacun a des rythmes, des cultures qui peuvent un peu différer, mais le monde entier vit de la même façon. Il n'y a pas de spécificité africaine où la communication politique serait plus gadget. Enfin, en tout cas, je ne le crois pas pour ce qui est de mon expérience. La politique a toujours la même structure depuis que la politique existe. On parlait justement lors de la présentation de cette image d'Abraham Lincoln, qui avait compris l'importance de la communication politique, mais même sous la Grèce antique, sous l'Empire romain, il y avait de la communication politique. Avec la politique vient la communication. Donc la communication est importante pour toute politique depuis que des communautés politiques existent, parce que être politique, c'est interagir dans la sphère publique, c'est se montrer ce que l'on souhaite faire pour la cité, et donc on a besoin de toute façon de la communication. Donc, quel que soit le pays, cette communication est essentielle. Très bien, merci beaucoup. Alors, on passe à la question 5. Pouvez-vous nous parler de vos fiertés? Avez-vous des projets à nous partager? John David, je vais te laisser enchaîner. Des fiertés en termes de lobbying, des projets sur lesquels... Des fiertés, des projets réalisés qui ont marché, ou des projets en cours qui sont excitants. Alors, c'est un petit peu compliqué d'en parler parce que c'est généralement assez confidentiel en affaires publiques. Si je peux parler de projets, lorsque j'ai débuté en affaires publiques, donc dans ce cabinet, il y avait notamment un client qui était dans tout ce qui est recherche génétique sur les plantes. Donc on va dire OGM, mais pas seulement OGM, parce qu'en réalité, la recherche génétique sur les plantes s'étend bien au-delà de cela. Et il y a des nouvelles techniques pour la modification génétique des plantes. Et or, la France a une véritable plus-value de scientifiques à ce niveau-là. D'ailleurs, ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, qui est une modification du génome, a été inventée par une Française. Et donc, pour ce groupement dans la modification génétique des plantes d'entreprises françaises, on avait réussi à bien interpeller les politiques pour que, au niveau européen, ils n'interdisent pas ou ne considèrent pas ces modifications comme des OGM et qu'on distingue bien l'ensemble de ces techniques. Et donc, ça a été une de mes fiertés dans ces dernières années. Merci beaucoup. Frédéric, une fierté ou des projets? Alors sur les projets, même chose. En travaillant en communication de crise, il y a un souci, une exigence de confidentialité jusqu'au nom même des gens ou des entreprises pour lesquelles je travaille. Les fiertés, je pourrais résumer mes fiertés sur un sujet, c'est que j'ai toujours tenté, j'ai essayé de réussir, mais j'ai au moins toujours essayé de tenter de casser les codes de politiquement correct, les codes de bonne image, pour montrer la société telle qu'elle est et non pas telle qu'on l'idéalise. Et donc, j'ai toujours, depuis plus de 35 ans que je fais de la com, tenté de montrer la diversité des personnes, la diversité des sexes, de montrer l'égalité, de montrer le handicap et ne jamais faire de la communication sur un sujet comme étant un prétexte, mais de toujours intégrer toutes ces données dans une communication que je qualifierais de normale. Voilà, et je suis assez fier de cela parce que j'ai toujours cherché, donc, comme je disais, à montrer la vie telle qu'elle est réellement, telle que sont les gens, avec leurs qualités, leurs défauts, leur beauté intérieure, leur beauté extérieure, et pas seulement d'une façon idéale, comme si nous étions dans une société où nous serions tous des mannequins ou des top modèles.
D'accord. Bon, on va passer à la question suivante. Si l'un de vous a l'idée d'une campagne de communication publique ou politique qui n'est pas la sienne, dont il veut parler comme exemple, qui vous vient au fur et à mesure. Alors, selon vous, de quelle manière évoluera la communication dans les années à venir? Alors, attends, je n'ai pas compris. Il y a 2 questions en même temps. non, Il y en a une parallèle à tout on va moment. parler des projets et des fiertés. Si vous voulez revenir plus tard sur quelque chose qui vous vient à l'esprit, même d'une autre campagne. Moi, je peux parler d'une communication qui est, qui est pas commerciale, qui est corporate, mais qui est quand même celle d'une entreprise. Alors, c'est pas la RATP, c'est la SNCF. Moi, j'ai envie de dire bravo à Stéphane Chéry, le dire comme de la marque, dire comme marque de la SNCF pour ses pubs corporate. Elles sont bluffantes. Je les trouve extraordinaires et souvent je les cite comme étant les campagnes que j'aurais aimé signer. Donc vraiment, j'ai envie de lui dire bravo. Tout à l'heure, dans les exemples de communication publique, il y avait celle de la gendarmerie des Vosges. J'en profite pour saluer Brice Mangou, le gendarme Brice Mangou, qui était le community manager qui était derrière ce compte de la gendarmerie des Vosges, qui est aujourd'hui travaille aujourd'hui à la direction générale de la gendarmerie, qui est venu aussi casser les codes, qui est venu montrer que même une institution et les gendarmes pouvaient avoir de l'humour, pouvaient être irrévérencieux, et apporter une dimension humaine à cette communication qui a eu de l'effet et de l'impact, puisqu'il s'agit d'être... on n'est pas sur les réseaux sociaux quand on est la gendarmerie pour faire de la figuration, on est là pour passer des messages, transmettre des messages, souvent de prévention. Et si on est chiant et barbant, on n'a aucune chance d'y parvenir. Il a eu cette liberté, il a eu ce culot, mais il a eu aussi cette liberté qui lui a été donnée d'avoir cette forme de politiquement incorrect. Donc, super. Donc, ça, deux types de campagnes ou d'actions de communication que je trouve mémorables et je trouve sympa de les citer. Et je pourrais citer également, alors c'est mon entreprise, mais les campagnes récentes de communication de la RATP qui justement cherchent aussi à casser les codes de la communication du transport public. Malheureusement, le transport public peut être perçu comme quelque chose à la fois nécessaire, d'un peu vieillot. Or, depuis plusieurs années, mais pas seulement la RATP, la SNCF également, cherchent justement à redynamiser leur communication, à montrer, à replacer aussi l'usager au centre de leur communication et à montrer l'intérêt de manière plus amusante du transport public. Et donc, je pense que c'est une bonne définition de ce que peut être une communication intéressante et novatrice. Et du coup, je me permets de citer la RATP. Je pense que c'est la RATP qui est à l'origine de ça, même si d'autres maintenant peuvent en jouer. C'est pas extraordinaire, c'est juste génial. Le fait à un moment particulier, pour célébrer un événement, de choisir de rebaptiser des noms de stations de métro. L'occasion Coupe du Monde de foot, et la station Bercy devient Bercy les Bleus. La ville Paris obtient les Jeux Olympiques et la station Hôtel de Ville devient Ville Haute. Voilà, jouer avec l'institution, avec quelque chose auquel personne ne devrait toucher. On ne touche pas à un nom de rue, on ne touche pas à un nom de monument, de bâtiment, de station de métro. Si la RATP se permet de le faire, je trouve ça fabuleux pour attirer l'attention sur cette maison qui communique beaucoup, qui fait des super belles choses, qui a une excellente DIRCOM. Et ça c'est un exemple assez sympa et ça touche le public. Oui, Anaïs Chanson, effectivement, est vraiment apporté cet aspect-là à la communication de la RATP. C'est vrai que non seulement on rebaptise, mais également dans tout ce qui est station, il peut y avoir des événements particuliers, mais c'est pas même des sorties de films ou autres, ou alors des événements plus importants comme la célébration de la fin de la Première Guerre mondiale, où certaines stations symboliques vont être décorées d'une certaine manière, et ça permet d'interagir avec les usagers, de rendre aussi leur voyage plus agréable, et à la RATP de communiquer de manière pertinente, d'autant plus que le transport, que ce soit une SNCF ou RATP, on fait partie un peu du patrimoine. C'est-à-dire que la RATP pour les Parisiens, c'est un lieu qu'ils visitent quotidiennement par les stations de métro. Donc c'est important aussi de pouvoir renouveler ces lieux que l'on visite quotidiennement et que l'on connaît si bien. Se le réapproprier et être surpris en prenant son transport qui paraît être un acte assez banal et du coup ça rend la journée plus originale.
Très bien, merci pour ces exemples. Alors, on repasse à cette question. Comment voyez-vous les évolutions de la communication dans les années à venir? Au-delà de ChatGPT dont on a déjà parlé tout à l'heure. Il y a une évolution qui est certaine, c'est celle de la communication de crise. La crise, elle est de plus en plus présente, je l'ai évoqué tout à l'heure, dans la communication. On vit de plus en plus au rythme des notifications des smartphones. Et la crise, elle vient aussi renforcer positivement l'image de la communication par son professionnalisme, parce que la communication, c'est un domaine professionnel, c'est un des plus récents dans l'entreprise, il ne faut pas l'oublier, et c'est aussi un domaine, peut-être pour cette première raison, où beaucoup de gens s'estiment légitimes à venir donner leur avis. Mais la communication, ce n'est pas une question d'avis, c'est une question de professionnel, c'est une question d'expertise, d'expérience. Que vous veniez m'expliquer que vous préférez le bleu ou le jaune, en fait, on s'en fout. Ce n'est pas nos goûts personnels qui comptent, c'est quelle est l'utilité, quelle est l'efficacité de l'action de communication qui va être menée. Et la crise, de plus en plus présente, rencontre beaucoup moins de touristes de la communication. Quand il s'agit de gérer une crise, vous avez beaucoup moins de personnes dans votre entourage ou dans votre entourage professionnel qui va venir émettre un avis, parce que là, il y a quelques coups à prendre, c'est un peu risqué. Et là, du coup, c'est à la com de le faire, très courageusement. Mais c'est bon pour les communicants de savoir qu'en fait, leur considération, leur image et le respect de leur travail peut aussi passer par ce mode crise qui est de plus en plus présent dans notre travail de communicant. Pour les affaires publiques, je dirais que l'évolution qui est déjà cours depuis plusieurs années, c'est vraiment d'être décloisonné. C'est-à-dire que les affaires publiques, à l'ancienne, où c'était uniquement affaires publiques cloisonnées dans son monde propre, où on avait le carnet d'adresses, a tendance de plus en plus à évoluer vers un métier où on a besoin d'autres strates, d'autres domaines, d'autres expertises. La communication de crise, la communication institutionnelle, même les réseaux sociaux, des experts extérieurs. Bref, les affaires publiques, même si évidemment le cœur de métier reste de s'adresser aux politiques, doivent aussi interagir avec l'opinion, parce que les politiques vont évidemment tenir compte de l'opinion. Donc il y a un besoin en affaires publiques de aussi être bâti sur d'autres métiers, d'autres expertises. Et par ailleurs, le métier d'affaires publiques, comme je le disais, ce n'est plus tellement avoir un carnet d'adresses, mais c'est la capacité à faire un réseau. Pourquoi? Parce que la politique, depuis plusieurs années, on le sait tous, évolue de manière assez erratique, avec un renouvellement du personnel politique, notamment au niveau parlementaire. Et donc, il y a un besoin de réussir à être flexible et parvenir à constituer un réseau, et non plus se bâtir un réseau qu'on va garder pendant 30, 40 ans. C'est ce que j'allais te dire. Il y a encore quelques années, le monde politique était vraiment très verrouillé. On était maire, sénateur, maire, député, maire, président de conseil régional ou départemental. Et finalement, on avait affaire toujours à ce même personnel. Et là, avec les lois qui ont obligé, qui ont interdit plutôt le cumul, il y a eu une explosion et un renouvellement du personnel politique franchement dingue, qui fait que le métier ne doit plus être le même, parce qu'on a plus son petit fichier bien sécurisé sur lequel on travaille depuis longtemps, mais il y a un renouvellement, un nouveau souffle, des personnes nouvelles qui ne sont plus des purs produits politiques, mais qui ne connaissent pas donc forcément toutes les arcanes institutionnelles, et auprès desquelles il y a un travail très important à faire, tant sur les sujets d'expertise technique, j'imagine, que même sur le propre fonctionnement des institutions. Oui, bien sûr. En 2017, on l'a vu, il y a eu un renouvellement profond de l'Assemblée nationale, et cela s'est reproduit l'année dernière, en 2022, avec des élections législatives qui ont aussi renouvelé fortement le parlementaire. Et donc, c'est très mouvant, pas seulement... Alors, effectivement, l'interdiction du cumul des mandats a été a eu un effet très important, mais également un renouvellement de la politique, une désaffection aussi de la politique, où on a remarqué que, par exemple, parmi les En Marche députés, un certain nombre ne s'étaient pas représentés, parce qu'ils avaient découvert un métier, ils s'étaient rendu compte que c'était beaucoup plus dur qu'on le prétendait, notamment parfois dans la presse, que c'était beaucoup plus prenant que ce qu'ils pensaient. Et donc, l'ensemble de ces aspects fait qu'effectivement, la politique est beaucoup plus mouvante, et les affaires publiques doivent s'y adapter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de boulot pour les affaires publiques. Ouais, exactement. C'est un bon secteur dans lequel se diriger. Tout à fait. Alors, on a une question dans le chat pour Frédéric.
Pensez-vous qu'il existe une frontière entre la stratégie de com et la stratégie politique? Si oui, quelles sont les limites à ne pas dépasser pour la communication politique? Pour le communicant politique. Pour le communicant politique. Important. Eh bien, la stratégie... Est-ce qu'il y a une différence, une frontière entre la stratégie de com et la stratégie politique? J'ai envie de dire oui et non. En tout cas, elle est subtile. Il est vrai que la stratégie, c'est le politique vient à une stratégie. Et le communicant doit venir accompagner cette stratégie politique. Maintenant, le communicant peut avoir sa stratégie de communication, mais elle doit être au service de la stratégie politique. Elle ne doit pas être autre. Et la limite à ne pas dépasser pour le communicant politique, et on a de nombreux exemples, c'est que le communicant politique doit rester dans son rôle de communicant et non pas de politique. Il n'est pas le politique, il n'est que l'accompagnant. Il n'est que le collaborateur. Le que n'a rien de négatif. Quand on est un communicant politique, on est le coéquipier d'un homme ou d'une femme politique. On n'est pas la femme ou l'homme politique. Et donc, il ne faut pas confondre les rôles. On ne vient pas, si on est un communicant politique, on n'est pas supposé venir sur un plateau télé pour parler de politique. C'est votre élu ou votre candidat qui doit venir. Parfois, il y a un mélange des genres qui, pour moi, montre que qu'on sort des limites qu'on ne devrait pas dépasser. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières. Il y a juste une stratégie de communication qui doit être mise en place au service d'une stratégie politique. Ça doit aller dans le même sens. Sinon, il y a un petit souci. Très bien, merci beaucoup. Alors, il est bientôt l'heure. On va passer à la question suivante. Auriez-vous un dernier conseil à livrer aux futurs communicants? Un petit conseil pratique. Moi, pratique, non. Le conseil, c'est celui de la passion. La communication, c'est un métier de passion. On ne fait pas de la communication par obligation, on fait de la communication parce qu'on en a envie. Quand on fait de la communication, on n'a pas le sentiment, on ne devrait pas avoir le sentiment de se lever le matin pour aller travailler. On va exercer un métier qui nous fait fantasmer, j'allais dire qui nous fait kiffer. On prend du plaisir. C'est pas des métiers faciles. C'est pas la fête. C'est pas la caricature de l'événementiel où on boit du champagne et où on s'amuse. Et je ne dis pas ça d'ailleurs en voulant dégrader les métiers de l'événementiel qui sont des métiers très difficiles. Mais l'événementiel, comme le reste de la communication, on voit qu'une partie de l'iceberg. On voit pas tout le travail, on voit pas tout le back-office, on voit pas toute la réflexion, toute la stratégie, toute la mise en place, tout le briefing. Donc la communication, c'est un métier, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi une passion et énormément de plaisir. Et on ne peut se diriger vers ces métiers que si on a la fibre et si on a envie de s'éclater dans ce métier génial. Et je rajouterais que les métiers... Beaucoup plus drôle que les affaires publiques. Alors, on peut s'amuser aussi en affaires publiques de temps en temps, mais c'est vrai que c'est un métier plus aride. Mais pour les affaires publiques comme pour la communication politique, depuis plusieurs années, il y a effectivement des spécialités qui se développent à l'université, dans les écoles. Et je dirais ceci, c'est que la théorie, c'est très bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux, dans le sens où les affaires publiques, vraiment, on devient spécialiste des affaires publiques en forgeant, en travaillant, en étant dans la pratique. Et que c'est par la pratique que vraiment on devient un expert. Et que la théorie est une chose, mais la pratique est vraiment nécessaire pour comprendre ce que sont les métiers d'affaires publiques. Parce que c'est avant tout un métier humain. J'ai un petit conseil de lecture. Si vous voulez vous diriger vers la communication tout court, vers la communication publique, vers les affaires publiques, je pense qu'il y a un livre qui réunit tout ça, c'est le livre Propaganda d'Édouard Bernays, qui vous montrera la naissance, l'essor de toutes ces questions, ce qui les rassemble, ce qui est bon, ce qui est moins bon dans les actions possibles à mener en communication en affaires publiques. Je pense que pour tout étudiant, d'ailleurs pour tout professionnel de la com, c'est une très bonne lecture. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce mini-salon. On va passer vite sur quelques exemples. Tous ceux qui veulent continuer à poser des questions, Biscom y répondra, tout ce qui est spécialité de terminale et formation. Alors, pour aller plus loin, nous, on avait quelques petits coups de cœur dans la communication publique, comme la série Le Baron Noir, le film Quai d'Orsay, ou même la série House of Cards. Si vous voulez aller plus loin dans les anecdotes de marque, vous pouvez acheter le livre de la team Wearcon, comme les petits secrets des grandes marques. On apprend beaucoup de choses avec ce livre. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de choses étonnantes, des marques qu'on pense connaître. Et il y a plein d'anecdotes qui se cachent derrière. Un livre tout à fait intéressant. Ouais. Et enfin, on va finir par les chiffres de la communication. 40% des emplois dans le numérique sont basés en Île-de-France. 37% des contrats liés au métier du marketing et de la com sont des CDI.
Les meilleurs salaires à l'entrée sont le e-commerce manager, le traffic manager et le data analyst. Les métiers qui recrutent le plus de jeunes, c'est le chargé de e-commerce, chef de projet et chargé de com. 28 ans, c'est toujours l'âge médian dans le secteur de la communication et des relations publiques. Bac plus 4 et Bac plus 5, c'est les niveaux d'études moyens des communicants en agence et chez l'annonceur. Continuez à poser vos questions à l'ISCOM. Et moi, je vous dis au mois prochain, rendez-vous le 10 mai pour la communication internationale. Au revoir et bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.